parler d'ergonomie, mais plus concrètement de projets de conception du côté pratique, hein, moi, je vais vous faire un petit rappel sur l'ergonomie et la démarche ergonomique. Donc, l'objectif de l'ergonomie, c'est dans le contexte actuel des entreprises, hein, où il y a une demande de plus en plus grande de la part des salariés, de la part des instances représentatives, de la part de la CARSAT, de la part de la directe, hein. Les entreprises sont de plus en plus amenées à réfléchir aux conditions de travail des personnes qui produisent des biens et des services chez eux. Donc, l'objectif de l'ergonomie, c'est de contribuer à l'évolution des situations de travail sous l'angle de leurs conditions matérielles, mais aussi sous l'angle organisationnel. Souvent, on a attendu en entreprise uniquement pour le côté dimensionnement des postes de travail, hein, alors que l'ergonomie, sur laquelle nous on l'entend, hein, elle s'insère sous un angle plus important, celui aussi des facteurs cognitifs et organisationnels de travail. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de transformer les situations de travail pour le respect de la santé des personnes, premièrement, leur sécurité aussi, assurer leur confort, hein, leur satisfaction et aussi permettre une certaine efficacité de production. Donc, les fondements de l'ergonomie. L'ergonomie fait valoir que le travail n'est jamais une pure exécution de consignes, hein. Donc, il y a toujours une initiative, un compromis, une décision qui est prise par l'opérateur, hein, pour faire face aux différentes variables qu'il peut y avoir pendant ce travail. Nous verrons un peu plus loin que l'ergonomie, c'est comprendre l'écart entre ce qu'on demande aux opérateurs, ce qu'on appelle le travail prescrit, hein, est-ce que ça leur demande leur travail réel. Et autre fondement important de l'ergonomie, souvent en entreprise, on nous attend comme un magicien qui va venir avec son chapeau pour concevoir tout seul en 1 heure sur un coin de table un poste parfait, hein. En fait, l'ergonomie, en tout cas la transformation des situations de travail s'opère collectivement. Une partie du travail est faite par l'ergonome pour tout ce qui est compréhension de l'activité, compréhension des contraintes, hein. Ceci dit, pour valider ces hypothèses et aussi pour pouvoir concevoir des nouvelles situations de travail, cela s'opère collectivement avec des membres de l'entreprise, des salariés, des membres de la direction, hein, pour pouvoir trouver le meilleur compromis possible. Donc, nous venons de voir ensemble les objectifs et fondements de l'ergonomie. Donc maintenant, je vais vous déployer l'exemple d'une démarche que l'on peut développer en ergonomie. Donc, dans la démarche que je vous propose, hein, donc la première étape, c'est l'analyse d'activité, hein. Ensuite, c'est d'écrire les situations de travail, analyser les situations, formuler des hypothèses, les valider collectivement et construire ensemble aussi des pistes ou des mesures d'amélioration. Donc, première étape, tout d'abord, l'analyse de la demande. Donc, c'est vraiment là une étape primordiale, hein. L'intervention du médecin du travail est vraiment décisive pour la suite de l'intervention, puisqu'il s'agira de comprendre les tenants et aboutissants pour l'entreprise de cette démarche, hein, et surtout, de calibrer les moyens nécessaires, hein, c'est-à-dire négocier le temps d'observation, négocier le temps d'échange, et négocier du temps de travail pour les groupes créés en interne. Donc, je répète, hein, l'importance du médecin du travail est vraiment important, hein, puisque ça permet de préparer l'entreprise en amont, hein, à l'intervention ergonomique, hein, c'est-à-dire que c'est une dimension globale qui va agir sur différentes dimensions et pas uniquement sur la dimension physique du poste, bien sur la globalité. Donc, si en amont, le médecin n'a pas préparé l'entreprise à ça, hein, on peut aller vers quelques écueils. Donc, une fois que l'analyse de la demande a été faite, hein, donc l'ergonome peut intervenir en entreprise, hein. Donc, une des premières étapes à faire pour lui, c'est de comprendre la situation de travail, hein. Il va chercher à la décrire. Donc, pour la décrire, on va observer, aller en entreprise,
s'entretenir avec des différentes personnes, hein, la direction, les RH, les services techniques, les salariés, en fonction de la demande de l'entreprise. Hein. Pour décrire cette situation, on va utiliser un schéma que je vous présente ici, donc, qui est un schéma de compréhension de l'activité. Hein. Pardon. Donc là, je vous montre ce schéma des 5 carrés de façon un peu plus détaillée. Hein. Donc la force de ce schéma, hein, c'est d'impliquer l'entreprise par 2 leviers. Donc le levier humain, la santé des personnes, hein, et aussi le levier activité ou entre guillemets performance, hein, pour dire que les problèmes d'organisation du travail, par exemple, peuvent entraîner des problèmes de performance dans l'entreprise. Donc, pour ce schéma de compréhension, tout d'abord, on va s'intéresser aux déterminants des opérateurs, hein, donc savoir ce qui le caractérise ou les caractérise, hein, ce qui influence ou conditionne son travail au quotidien. Deuxième partie donc, de ce schéma des 5 carrés, hein, c'est de comprendre aussi les déterminants de l'entreprise. Donc savoir comment l'entreprise est organisée, quels sont ses modes d'organisation, quelles sont les conditions physiques dans l'entreprise. Hein. Et donc, ce qui va permettre aussi de comprendre pour nous ce qui va conditionner ou influencer le travail de l'opérateur. Hein, Toujours dans ce versant entreprise, hein, ce qui va être intéressant aussi pour nous, c'est toute la partie bibliographique, hein, s'intéresser à la prescription du travail. Qu'est-ce que le travail prescrit? Donc, c'est toutes les procédures, modes opératoires, fiches de poste, hein, et autres, hein, qui peuvent exister et qui expliquent ce que l'opérateur doit faire et comment il doit le faire. Donc, il y a le travail prescrit, hein, donc ce qu'on demande à l'opérateur, hein, il y a aussi le travail réel, hein, c'est-à-dire savoir ce qui se passe réellement et savoir comment le travail est réellement effectué. Donc, comment ça se passe, quelle est la gestuelle, quelles sont les intentions, hein, quelles sont les interactions entre différentes personnes, hein, observer différentes façons de faire interpersonnelles. Hein. Et ici, c'est vraiment l'objectif, c'est découvrir les marges de manœuvre que l'opérateur a pour réaliser son activité. Donc, ce qui est important dans l'ergonomie, donc là on va arriver un peu dans le cœur de l'ergonomie, hein, c'est de voir ce qui se passe justement entre la prescription du travail, hein, et le travail réel. Et c'est dans cet écart-là, hein, que se trouve souvent le dysfonctionnement. C'est important en entreprise ici d'expliquer cet écart. Hein. Souvent, les personnes qui conçoivent le travail et la direction, hein, ne comprennent pas que le travail ne soit pas réalisé comme on leur demande. Donc ici, l'objectif pour nous, c'est vraiment de montrer que l'opérateur s'adapte, hein, aux différentes variabilités du travail. Et c'est ce qui permet même au travail d'être fait correctement. Hein. C'est ce travail humain qui permet de s'adapter. Ou à l'inverse, hein, de voir ou de comprendre pourquoi la personne ne peut plus s'adapter, hein, et ne peut plus réaliser le travail en respectant sa santé, hein, ou en respectant ce qu'on lui demande de faire. Écarts qu'il peut y avoir. Hein. Donc, ça sera au niveau des objectifs, au niveau des modes opératoires, au niveau des outils et des machines, de leur utilisation, des rythmes de travail. Hein. Voilà quelques exemples. Hein. Je vous en propose aussi quelques-uns supplémentaires. Hein. Donc, ça peut jouer aussi au niveau de l'espace, au niveau des ambiances physiques, au niveau des capacités de l'opérateur, au niveau du collectif de travail, au niveau des exigences qui peuvent être trop importantes. Hein. Donc, tout ça, c'est ce à quoi l'ergonome va s'atteler à décortiquer, hein, pour comprendre, hein, donc, où sont les marges de manœuvre de l'opérateur, hein, savoir s'il en a suffisamment ou pas assez. Donc, c'est dans ces cas-là que vont s'opérer les régulations de l'opérateur pour réaliser l'activité, les tâches qu'on lui demande. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc, soit la situation de travail est équilibrée, hein, et le travailleur a la possibilité de jouer sur les objectifs, sur les moyens disponibles, ce qui permet d'atteindre la performance à un coût acceptable. Hein. Donc, c'est dans cette situation-là que le développement de l'individu est possible. Deuxième possibilité, la situation est contrainte. Hein. Donc, le salarié doit choisir entre deux facteurs, hein. Soit atteindre les résultats qu'on lui demande, hein,
et soit prendre sur soi, c'est-à-dire mettre en difficulté, se mettre en difficulté. Et troisième situation, donc la situation de débordement, où le travailleur n'arrive plus à atteindre ses objectifs de production, même en prenant sur soi. Et donc c'est dans ces deux situations-là de contrainte et de débordement qu'il y a des effets délétères importants possibles. Donc, voilà des exemples d'effets. Donc, les situations de travail n'ont pas toujours des effets néfastes sur les hommes, heureusement. Donc, il peut y avoir des effets positifs, sur l'homme, des situations de travail, des effets négatifs, tout comme pour l'entreprise. Donc, l'activité peut avoir des effets positifs ou négatifs. Tout dépend si les situations de travail sont équilibrées, contraintes, ou si l'opérateur se sent débordé. Donc voilà, c'est ce que nous venons de voir. Donc les effets sur l'opérateur, donc le travail réel peut provoquer des conséquences sur sa santé, sur sa sécurité, sur ses compétences, les développer, sur son bien-être et sur sa reconnaissance individuelle. Donc ces effets peuvent être positifs sur le moyen, court ou long terme. Pareil sur l'entreprise. Donc, l'activité de travail va produire différents effets qui peuvent être positifs ou négatifs pour l'entreprise, en termes de productivité, de qualité, de coûts sur les ATMP, sur l'image de l'entreprise, sur l'absentéisme. Donc, une fois que les déterminants des salariés, de l'entreprise, une fois que les effets auront été observés, il s'agira aussi d'expliquer quels sont les liens qu'il peut y avoir entre ces différents effets et en quoi l'activité de travail peut poser souci. Donc, il s'agit de poser le diagnostic, savoir où se situe le problème et comment le résoudre. Donc, il s'agit d'hypothèses de travail qu'il faudra valider dans le groupe de travail. Donc, il s'agirait ici donc de poser la problématique, de savoir d'où provient l'origine des effets délétères à la fois pour l'entreprise et surtout pour la santé du salarié. Il faudra valider ces hypothèses-là dans le groupe de travail qui permettront après de construire ensemble, proposer ensemble, discuter ensemble sur les pistes d'amélioration à apporter. Donc, quel est le rôle du médecin du travail dans cette démarche? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est essentielle, surtout au départ au niveau de l'analyse de la demande. Le positionnement du médecin du travail par rapport à l'étude ergonomique là, est vraiment très importante pour que notre activité à nous soit bien perçue, et bien comprise, qu'on soit bien attendu sur les différentes dimensions de travail. Mais plus en amont, le rôle du médecin du travail dans une démarche en ergonomie, par exemple une démarche de TMS, comme vous avez déjà pu en voir précédemment, c'est de pouvoir identifier les signes avant-coureurs à l'ampleur du phénomène, ou de détecter le plus en amont possible un changement d'organisation, une construction de bâtiments. Ensuite, c'est d'expliquer, de motiver le chef d'entreprise pour agir, à faire quelque chose face à un projet ou face à une problématique. Ensuite, pour nous, c'est aussi un lien important entre le médecin du travail et l'ergonome pour participer aussi aux enquêtes, aux études de terrain en fonction des disponibilités du médecin du travail. Et après, ce qui est important aussi, c'est la mise en place d'indicateurs d'évaluation, de suivi. Et bien sûr aussi de participer aux différentes actions, informations du personnel. Donc voilà rapidement pour la démarche d'intervention en ergonomie. J'espère ne pas vous avoir trop assommé avec ce type d'explication. Donc pour résumer, on applique ce type de démarche donc aux différents types de prévention, primaire, secondaire, tertiaire, mais on est plus souvent appelé par les entreprises en prévention secondaire ou tertiaire. Ça représente à peu près 90% de nos interventions. Et nous, on souhaiterait justement être plutôt réorienté sur la prévention primaire pour bien sûr empêcher le plus précocement possible la survenue de problèmes de santé en entreprise et aussi pour toucher davantage de personnes. Puisque la problématique aujourd'hui, c'est qu'en tant que service de santé au travail, nous sommes très rarement identifiés comme acteurs ressources de prévention primaire.
Donc c'est pour ça que pour nous c'est important de communiquer là-dessus, de dire voilà, on peut agir sur les projets de conception, hein, et c'est aussi important pour nous de repérer, de communiquer sur notre façon de faire en entreprise, hein, pour dire qu'on peut aussi les accompagner avant que la situation ne soit dégradée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à nous les poser. On entend par ergonomie de conception le fait de travailler sur un projet très en amont. Hein, donc, on essaie avec différents acteurs de réfléchir ensemble à la situation, quel chemin prendre pour la mettre en place et que le projet aboutisse au mieux. Donc, il y aura pour ça des acteurs externes. Ça peut être des personnes du service de santé au travail, ergonomes, médecins, des fournisseurs, des électriciens, des acousticiens, toute personne qui pourra apporter des compétences techniques spécifiques en fonction des questions qui se poseront dans le projet. Les acteurs internes de l'entreprise avec la direction, ses représentants, des opérateurs si c'est possible, les équipes de maintenance, voilà, toutes les personnes qui veulent nous apporter aussi du concret et du ressenti par rapport au projet. On va évaluer tous ensemble les besoins de l'entreprise, essayer de cibler au mieux et d'affiner au mieux le projet pour pouvoir y répondre plus facilement. Prendre en compte également les moyens de l'entreprise, financiers, les moyens humains, les moyens matériels. Est-ce qu'il y a déjà des choses en interne qui pourraient servir ou qu'il faudrait réutiliser? Les contraintes, au niveau de l'architecture, si c'est des bâtiments qui sont déjà existants, il y aura forcément des contraintes qu'il faudra prendre en compte, en considération dans le projet. Ou alors, si c'est quelque chose de tout nouveau, qu'il faudra vraiment complètement repenser par rapport à l'activité et aux besoins qu'on aura précédemment évalués. Également prendre en compte les contraintes protocoles sanitaires. Je prends l'exemple des hôpitaux ou des laboratoires où il y a des conditions spécifiques, les revêtements de sol, des circuits propres, sales, etc., où il y a des éléments particuliers qu'on ne peut pas contourner. Donc, il faudra prendre en compte également pour concevoir ces situations de travail-là. Prendre en compte l'existence, si c'était un projet de reconception, par exemple, c'est de prendre en compte l'existant par des analyses de poste, des échanges, etc., pour essayer d'évaluer les contraintes et tenter de les supprimer ou alors de les réduire pour le projet suivant. Ou si c'est quelque chose de complètement nouveau, de prendre de l'existant sur des entreprises qui font partie de nos adhérents, par exemple, ou de prendre contact avec notre réseau ou autre, faire de la recherche biblio, pour avoir le maximum d'éléments afin de répondre au mieux aux besoins de l'entreprise. On prendra en compte également l'ergonomie, donc il ne s'agit pas juste de dire qu'il faudra régler la table à cette hauteur ou autre. On est vraiment dans une démarche, comme l'a présenté tout à l'heure Joris, avec plusieurs critères qui rentreront en compte. Également les risques professionnels. Quand on va penser la situation de travail ou l'entreprise, c'est tout un système, il y aura beaucoup d'éléments à prendre en compte. On pourra là également faire appel à nos collègues IPRP plutôt spécialisés en risques chimiques, pourquoi pas. C'est déjà arrivé de faire des projets de conception sur des postes où il y avait besoin de soudure, donc forcément de ventilation ou autre, où là on fait aussi appel à des experts du domaine. Est-ce que c'est un projet voilà, on sait que ça va durer dans le temps, ou est-ce qu'il va avoir besoin de régulièrement l'adapter
Ça arrive que les entreprises aient besoin de produire des pièces pour plusieurs clients et donc, en fonction des demandes, de devoir avoir besoin de plus d'espace d'un coup, de stockage ou de matériel ou des machines particulières à ramener, à déplacer. Et donc ça, c'est important de le savoir parce que forcément, ça va avoir une incidence sur l'organisation globale de l'entreprise. Et évidemment, on garde toujours le lien avec la santé au travail, donc en faisant lien avec les médecins et puis les infirmières qui nous permettront, elles aussi, d'avoir des éléments issus des entretiens, par exemple, des éléments nous, on n'a pas forcément, mais qui pourraient nous éclairer sur certains points. Et ça va nous permettre également de garder un lien dans le temps sur ces projets-là, parce que nous, on va faire des suivis dans l'entreprise, mais on sera plus au niveau du comité de pilotage ou de l'équipe direction, et on n'aura pas forcément à chaque fois le retour des salariés de terrain. Voilà, ce n'est pas du systématique en tout cas. Donc ce point-là est vraiment important, et là, on est vraiment sur un travail en équipe, et c'est très riche. Donc, on va visionner une petite vidéo juste pour illustrer voilà, un petit peu ce qu'est l'ergonomie de conception. Une petite vidéo qu'on a fait créer en interne à l'occasion d'un salon de la prévention. Conception des postes de travail. Et si on parlait ergonomie? Johan est chef d'entreprise et souhaite ouvrir une nouvelle usine de production. Conscient des enjeux d'un tel projet, il a décidé de suivre son credo. Pas de performance sans bien-être des salariés. Pour cela, Johan décide de réfléchir à la conception de ses futures lignes de production pour qu'elles soient entièrement adaptées aux hommes qui y travaillent. Il sollicite le service santé au travail pour être conseillé. Après une phase de concertation avec un ergonome de l'OPSAT, un médecin du travail, un maître d'œuvre et ses salariés, les nouveaux postes sont enfin dessinés. Aujourd'hui, l'usine de Johan est ouverte depuis 3 ans. Il bénéficie d'un atout concurrentiel fort. Aucun arrêt maladie en 1 an, très peu d'absentéisme et une santé au travail préservée. Bon, ça, c'était l'histoire idéale, celle que l'on aimerait pouvoir raconter tous les jours. Dans la réalité, 9 entreprises sur 10 en Franche-Comté ne prennent pas en compte l'ergonomie des postes de travail lors de leur création. Au-delà de l'impact sur le bien-être et la santé des salariés, un poste de travail mal aménagé peut générer de nombreux coûts directs et indirects pour une entreprise. Améliorer vos postes de travail, c'est bien. Le faire dès leur création, c'est mieux. Alors faites comme Johan. Pensez ergonomie, performance et bien-être. Vous contribuez alors à réduire les blessures et la fatigue de vos salariés, à leur assurer un confort de travail et à augmenter la performance de votre entreprise. Avec un espace de travail plus intelligent, on est tous gagnants. Donc, on a identifié 3 niveaux d'intervention par rapport à ces projets-là en prévention primaire. Donc, on a le projet de conception initiale, donc où là, on a vraiment une page blanche. Donc, on est associé dès le début, très en amont, à la réflexion du projet, à la création de plans avec des architectes, si c'est le cas, ou autre. En tout cas, on est vraiment là dès que l'idée est née au niveau de l'entreprise. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir agir à ce niveau-là parce qu'on est vraiment associé à toutes les facettes du projet dès le début. Donc, malheureusement, c'est encore pas la majorité de nos interventions, hein, mais c'est ce qu'on souhaiterait au fil de communiquer sur ces aspects-là. Le deuxième niveau, on est plus sur l'accompagnement travaux neufs, agencement. Le projet est déjà construit, on a peu ou pas de marge de manœuvre sur le bâti. Une ligne de production à créer, mais qui est quand même autour d'autres lignes de production. Donc, on a forcément des contraintes qui peuvent être au niveau des bâtiments également, ou peut-être qu'on a déjà les 4 murs, on pourra intervenir sur les cloisons à l'intérieur, par exemple, mais on aura quand même cette limite-là au niveau du cadre, des postes de travail, et on pourra également intervenir sur l'accessibilité en fonction de ce qui existe déjà. Donc, on n'est pas sur quelque chose de complètement neuf, nouveau non plus. Donc, on pourra travailler sur des études de poste s'il y a une base qui existe, ou alors on peut également travailler sur de la simulation projection. Donc, Emilien vous en parlera juste après. Troisième niveau d'intervention qu'on a identifié, c'est le conseil en aménagement de locaux, parce qu'en fait,
finalement, on nous transmet un plan, donc tout est déjà défini, tout est déjà cadré, et là, on va pouvoir conseiller l'entreprise. Donc, je prends l'exemple des bureaux, sur l'implantation, l'orientation du mobilier par rapport à la superficie de la pièce, la luminosité, où est-ce qu'on pourrait implanter la lumière, si on a encore cette marge de manœuvre d'intervenir sur les emplacements des plafonniers LED et autres. Le sens de circulation, etc. Donc là, on va être vraiment très limité, mais ça reste quand même intéressant de pouvoir être associé dans ce projet-là malgré tout. Je vais à présent vous présenter quelques outils que l'on utilise lors de nos interventions ergonomiques et notamment lors de prévention primaire. Je vais commencer par vous parler de la réalité virtuelle. C'est un outil relativement innovant qu'on a mis en place il y a quelques années au sein de nos services. Alors, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Ça renvoie à une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiel généré par un logiciel. La réalité virtuelle crée un environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. Elle reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle qui peut inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat. C'est quelque chose qui n'est pas forcément récent parce que le premier outil de réalité virtuelle, on considère qu'il a été créé par un cinéaste en 1956, où on pouvait notamment, enfin l'idée c'était de simuler les 5 sens lors de la visualisation d'un film. Ensuite, la réalité virtuelle a été utilisée dans beaucoup beaucoup de technologies. Dans la technologie informatique et des jeux vidéo, des années 56 à nos jours, il y a eu beaucoup d'échecs commerciaux. Ça s'est jamais trop vendu parce que c'était pas très efficace et relativement cher pour les utilisateurs. Et il y a eu une explosion de l'intérêt pour cette technologie dans les autour des années 2010. Suite en fait à un mec tout seul dans son garage qui bricolait et qui était féru d'électronique, qui voulait créer un casque de réalité virtuelle. Et en échangeant sur des forums internet, il est rentré en contact avec un directeur d'ID Software. Et en fait, du coup, il a pu réaliser un crowdfunding et il a été financé notamment par Facebook, et il a permis de créer son propre casque de réalité virtuelle qui s'appelle maintenant, un des casques les plus connus, l'Oculus Rift. Donc voilà, on a un nouvel outil qui s'ancre, une nouvelle technologie qui s'ancre dans nos habitudes. Alors, la réalité virtuelle exploite et développe plusieurs catégories de dispositifs d'interaction. On a des dispositifs de présentation visuelle, donc c'est les plus connus, donc c'est les casques que vous pouvez connaître, notamment l'Oculus Rift. Là, ce que vous pouvez voir, c'est le casque en bas à droite HTC Vive. Ensuite, on peut avoir des dispositions de capture de position et de mouvement, la motion capture en anglais, vous avez déjà entendu ce terme. Vous avez aussi des dispositifs de retour proprioceptif et cutané, et des dispositifs d'entrée de présentation sonore. L'idée, c'est de stimuler le plus de sens possible de l'utilisateur. Petite précision, dans réalité virtuelle, il y a deux types. Il ne faut pas confondre réalité virtuelle où on va intégrer un individu dans un environnement numérique et la réalité augmentée où en fait on va venir apporter un élément numérique dans notre monde réel. Là sur les vignettes, vous avez à gauche donc un utilisateur de jeux vidéo qui utilise un casque de réalité virtuelle. Donc, il est intégré dans le jeu vidéo. Et à droite, vous avez un individu qui utilise le jeu que je crois qu'il s'appelle Pokémon Go. Et en fait, avec votre téléphone, vous intégrez un élément numérique. Donc, c'est le petit monstre que vous voyez au milieu de l'allée commerciale qui est intégré grâce au téléphone de l'utilisateur. Alors, les applications depuis plusieurs années de la réalité virtuelle vont se faire. Il y a plein de domaines d'application. Les plus connus, c'est dans le cadre militaire, notamment dans le cadre de formation, en médecine, aussi dans le cadre de formation, en psychothérapie pour traitement de différentes phobies. J'ai pu trouver des exemples aussi en juridique, dans le cadre d'enquête criminelle pour recréer des scènes de crime. Dans la recherche, afin de recréer un environnement contrôlable,
En architecture, ça paraît relativement évident, déjà que c'est une profession qui utilise beaucoup de dessins assistés par ordinateur, donc il le complète avec l'environnement virtuel. Ce qui s'associe à la vente immobilière, en fait, c'est la visite des locaux. Bah, comme vous imaginez dans le monde du jeu vidéo ces derniers temps, et bien sûr en ergonomie. Alors, les domaines d'application en ergonomie. On peut parler d'abord de l'assistance à la réalisation de la tâche, qui comprend deux types d'assistance. L'enrichissement de l'information transmise à l'opérateur. Ça peut paraître, par exemple, la superposition d'un schéma sur une scène réelle avec des modalités différentes. Là, sur les photos, vous avez plusieurs types d'exemples. À gauche, vous avez un logiciel qui s'appelle 20 implants, utilisé par les dentistes, qui a été développé par l'école des mines, où en fait, à partir de scanners 2D, on va recréer en 3 dimensions, en réalité virtuelle, la mâchoire, ce qui va permettre en fait d'adapter l'implant le plus justement possible. Dans le milieu, vous avez un exemple d'aide à la conduite, où en fait, on va avoir des informations complémentaires qui vont venir s'afficher sur le champ visuel. Et vous avez la même chose, donc c'est un exemple de lunettes type Google Eyes, qui est pour l'instant un échec commercial, mais je pense qu'il va ressortir, où en fait, dans le champ visuel, grâce aux lunettes, vous avez des informations complémentaires. Les deux derniers exemples, on est plus dans la réalité augmentée que dans la réalité virtuelle. Mais l'idée est là, c'est qu'on peut enrichir l'information d'un opérateur. Le deuxième type d'assistance à la réalisation de la tâche, c'est l'inverse, c'est le filtrage. On va venir filtrer l'information dans l'objectif principal de limiter la charge cognitive d'un opérateur ou aider à la prise de décision l'opérateur en choisissant préalablement des process et donnant l'information à l'opérateur. Dans l'exemple qui était donné dans la vidéo que j'ai fait, il parlait donc ça permet aussi ce filtrage de contrôler en fait les degrés de liberté d'un chirurgien pilotant un robot destiné à faire certaines opérations pour éviter de toucher des tissus pouvant être sains d'un patient. Donc en lui imposant une certaine contrainte de mouvement. Donc on a un filtrage de l'information aussi à ce niveau-là. Le deuxième domaine d'application de la réalité virtuelle en ergonomie, c'est la formation, qui a plusieurs intérêts pédagogiques, à savoir déjà l'individualisation du programme par rapport à l'opérateur, faire vraiment un programme approprié, un enregistrement automatique des données pour faire une traçabilité du parcours de l'opérateur au niveau de la formation, la possibilité de faire des rejets de scènes avec des interactions didactiques différentes, la réversibilité des actions, c'est-à-dire revenir étape par étape sur un processus de travail, par exemple, et le gel de la situation, vu qu'on peut arrêter la scène et expliquer ce qui ne va pas à tout moment. Les autres intérêts pédagogiques sont liés à la motivation. Vu que l'outil est relativement nouveau et ludique, ça a un attrait en plus par rapport à la formation. Le fait qu'on puisse mettre en sécurité dans un très grand réalisme l'opérateur, le fait de pouvoir, sans se déplacer, donner plein de perspectives multiples avec des cadres de référence différents, en changeant, c'est juste le logiciel qui a besoin de charger différentes données. Et en fait, aussi, par rapport à une formation, le fait d'avoir une visibilité en 3 dimensions, ça permet de mieux structurer l'information visuellement par l'utilisateur. Le quatrième type de domaine d'application, c'est l'analyse d'activité. Bon, là, c'est plutôt rare. On va considérer qu'on est dans des situations de travail qui ne peuvent pas être analysées par impossibilité de présence d'un observateur dans une situation de travail. Donc là, j'ai pris l'exemple, par exemple, d'un astronaute. Donc, on va recréer un environnement virtuel pour pouvoir faire de l'analyse d'activité. Ça peut arriver aussi en ergonomie de conception. Alors, même si on part de rien, il y a toujours des situations de référence qui se rapprochent de la situation qu'on va recréer. Mais il peut arriver qu'on n'ait aucune situation de référence, ou alors là, on va partir de zéro et on va partir dans un environnement virtuel pour faire de l'analyse d'activité. Et la dernière situation, la situation où on va le plus l'utiliser, c'est l'aide à la conception d'outils et de nouvelles situations de travail.
Donc, la réalité virtuelle va être un outil d'assistance à la conception d'objets et de situations de travail. Ça offre une alternative à ce qu'on utilisait déjà, à savoir le dessin informatique assisté par ordinateur ou le dessin papier plus simplement. Et cet outil va nous permettre en fait de faciliter notre diagnostic et savoir les différentes contraintes que peut recevoir un opérateur dans une situation de travail. Donc, ça va nous faciliter l'évaluation de la faisabilité et la détection des problèmes potentiels d'interaction avec un système. Et ça va nous permettre, notamment dans les groupes de travail, de valider la pertinence de certains choix, de certains flux, de certains agencements, etc., etc. Et la dernière domaine d'application qu'on va utiliser en ergonomie, donc ça aussi c'est assez innovant parce que je crois qu'on est les seuls à le faire à l'AICT 21 pour l'instant. C'est l'association en fait de motion capture et de réalité virtuelle. Donc l'idée c'est d'utiliser la réalité virtuelle pour évaluer un gain santé, évaluer une amélioration. On va faire une évaluation grâce à de la motion capture en situation réelle de travail. Donc la femme que vous voyez à gauche dans une entreprise de conditionnement de charcuterie. On va lui mettre un certain nombre de capteurs et on va pouvoir lui faire une posturographie sur plusieurs heures. Mesurer l'amplitude articulaire de l'opérateur sur plusieurs heures. Donc, on va avoir un constat de cette contrainte posturale. Et lorsqu'on va être en phase de recherche de solutions, on va recréer une situation de travail qu'on va estimer comme plus favorable, et notamment d'un point de vue postural, et on va pouvoir refaire la mesure en réalité virtuelle. Et en fait, avant de mettre en œuvre une solution, on va pouvoir mesurer et quantifier le gain santé grâce à la motion capture. Donc, c'est un outil qu'on a mis en place très récemment au sein de l'AICT 21. Tout d'abord, en réalisant fin d'année 2019 une salle de réalité virtuelle où vous allez trouver une salle de réunion et une salle où un opérateur peut évoluer côte à côte. Et l'acquisition début d'année 2020 d'appareils de motion capture, de capture de mouvement. Je vais vous présenter la salle à travers une vidéo. Donc, là, vous vous retrouvez à l'AICT 21 dans notre salle de réalité virtuelle. La vidéo commence donc sur l'ordinateur qui va gérer le casque de réalité virtuelle, mais qui va nous permettre aussi de diffuser les images en salle de réunion de ce que voit l'opérateur ou les différents schémas que l'on veut présenter. Ce que vous voyez sur le fond de l'écran, c'est le logiciel Google SketchUp que je vous présenterai à travers un exemple tout à l'heure. Donc, c'est un outil d'assistance au dessin informatisé qui va nous permettre de faire des plans en 3 dimensions et projeter en réalité virtuelle ce dessin. Donc là, vous avez la salle où l'opérateur va pouvoir évoluer, une salle de 15 mètres carrés. Et à droite, vous avez la salle de réunion. Le petit cap que vous voyez, c'est un petit plus qui nous a fait acheter le casque, pour ne pas faire de pub, on a acheté un casque d'HTC Vive. C'est du Wi-Fi, c'est un type de Wi-Fi qui nous permet d'avoir que le casque soit sans fil. Le casque de réalité virtuelle soit sans fil, ce qui est non négligeable pour la liberté de mouvement de l'opérateur. Donc voilà, vous avez l'ordinateur qui nous permet donc de gérer le casque de réalité virtuelle et la projection. Là, vous avez donc notre salle de réunion. Et enfin, là, vous avez donc notre matériel de réalité virtuelle. Alors, oui, le caméraman a voulu vous montrer en fait les capteurs qu'on a au sol. C'est 2 capteurs qui se retrouvent en diagonale de la pièce qui permettent en fait de détecter les mouvements de l'opérateur. Donc, l'opérateur, lorsqu'il va se déplacer dans la pièce, va se déplacer aussi dans le monde virtuel, dans les limites de la pièce physique réelle, hein, bien évidemment. Donc là, c'est notre fameux casque HTC Vive avec 2 manettes qui vont permettre à l'opérateur d'interagir avec les éléments de la réalité virtuelle. Et comme je vous dis qu'il est en wireless, donc là, ce que vous pouvez voir en bas à gauche de la chaise, c'est la batterie qui permet de faire fonctionner l'HTC Vive.
À droite, vous avez la valise. Pardon, hop, je reviens. À droite, donc, vous avez les éléments qui nous permettent de faire de la motion capture. Donc, vous voyez un certain nombre de capteurs. Il y a 7 capteurs qui s'appellent, enfin, ce sont des centrales inertielles. Ces capteurs, on va les placer, comme vous allez le voir juste après dans la vidéo, sur certains segments de l'opérateur. Et ces capteurs sont des centrales inertielles qui sont capables de se repérer par rapport au champ magnétique terrestre et ils sont capables donc du coup de donner des coordonnées. Et de ce fait, entre deux capteurs, on va pouvoir mesurer une amplitude articulaire. Et c'est ce qui nous permet donc de faire de la motion capture. Donc là, vous avez notre opérateur et notre ergonome qui équipe notre opérateur. Donc, je vous ai dit qu'on avait 7 capteurs. Pour faire un corps entier de mémoire, je crois qu'il faut 15 ou 16 capteurs. C'est un matériel qui est relativement coûteux. Donc là, on a fait le choix dans un premier temps de n'acheter que 7 capteurs qui nous permettent de faire une évaluation des amplitudes articulaires de tout ce qui va être rachis et membre supérieur. On va mettre donc sur l'avant-bras, le bras, 3 points du rachis au niveau derrière la tête, au niveau lombaire et au niveau dorsal, pardon. Et ce qui va nous permettre d'avoir les amplitudes articulaires, donc des membres supérieurs et du rachis. Donc ça, la mise en place de ces capteurs, ça peut se faire aussi bien en réel que dans notre salle de réalité virtuelle. Donc là, pour la présentation, on vous a montré en salle de réalité virtuelle. Donc, on a notre opérateur équipé de nos capteurs et maintenant du casque et des 2 manettes de contrôle. Donc là, vous avez 3 vues différentes. Vous avez à droite la vue de ce que voit l'opérateur. Vous avez en bas à gauche la vue de l'opérateur dans notre salle de réalité virtuelle. Et en haut à gauche, vous avez l'avatar créé par nos capteurs de motion capture. Donc en fait, comme je vous ai dit précédemment, ça va nous permettre de mettre l'opérateur dans un environnement virtuel. Il va pouvoir recréer un processus de travail, une procédure de travail, et on va pouvoir mesurer, grâce au capteur, les amplitudes articulaires. Faut faire attention quand même, parce que c'est vrai que là, je vous présente 2 technologies que nous, à STM21, on a assemblées ensemble, mais les 2 technologies peuvent être utilisées indifféremment. On peut très bien utiliser la mesure de mouvement dans des études ergonomiques sans utiliser de réalité virtuelle, et on peut utiliser de réalité virtuelle sans utiliser les motion capture. D'ailleurs, comme je vous ai dit, que la mise en place de la salle virtuelle, c'était fin d'année, et à l'acquisition du matériel, c'est en début d'année, on n'a pas d'exemple encore de situation de travail où on a pu utiliser les 2 technologies. Mais par contre, j'ai des exemples où on a pu utiliser et voir l'intérêt de la réalité virtuelle dans un processus de recherche de solutions. Hop, je vous avance la vidéo. Oui, où je vous laisse regarder un petit peu donc, les mouvements d'opérateur, l'avatar créé et ce qu'il voit lui dans son casque. Ce qui est intéressant aussi, donc, comme je vous ai dit, c'est que ce que voit l'opérateur dans son casque, on peut le projeter en direct en salle de réunion. Donc, si on fait un groupe de travail avec plusieurs opérateurs, les autres opérateurs peuvent voir ce que leurs collègues réalisent en réalité virtuelle et peuvent commenter en temps direct. Donc voilà pour la présentation du matériel. Je crois qu'on va faire une petite pause. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez clair sur certains points, je vous laisse maintenant nous poser des questions. Je vais maintenant vous présenter un projet, une étude ergonomique qu'on a réalisée en début d'année. Mais juste avant, je voulais vous faire un rappel sur la démarche ergonomique que vous a présentée Joris et vous dire à quel moment on va venir intégrer l'outil réalité virtuelle dans cette démarche.
Donc, on va faire la pré-étude, l'étude à travers l'analyse d'activité, voilà, enfin, tout ce que vous a dit Joris précédemment, jusqu'à la validation du diagnostic, la validation des hypothèses de travail. Et à ce moment-là, on va créer des groupes de travail pour commencer à rechercher les solutions. Dans ces groupes de travail, lors de dans les premiers temps de ce groupe de travail, il va commencer à émerger les solutions. Ces solutions qui vont émerger, on va les modéliser, enfin, l'ergonome va les modéliser, et ça va permettre ensuite aux opérateurs d'intégrer en réalité virtuelle les solutions qui ont été modélisées et de pouvoir faire un feedback opérationnel de cette future solution. Et d'avoir si on est cohérent en termes de flux, en termes d'agencement, en termes de, je sais pas, de préhension, enfin voilà. Donc ça nous permet, le fait de créer cet environnement, de tester et d'anticiper les différentes contraintes que l'on pourrait créer avec la nouvelle situation de travail. Donc voilà. Alors l'exemple que je vais vous présenter en début d'année, donc c'est le médecin du travail qui m'a contacté pour un projet de rénovation d'une cuisine dans un EHPAD. Donc un EHPAD de 55 salariés, et donc il y avait 5 personnes qui sont concernées par cette rénovation de cuisine. Donc c'est les cuisiniers et des personnes du portage. Le portage, c'est de la livraison à domicile de plateau repas. Donc le contexte un petit peu, c'était qu'il y avait une ancienne direction courant 2019 qui a fait le choix d'un projet de rénovation de cuisine. Ce projet a été réalisé entre cette direction et les professionnels de rénovation avec des architectes, voilà, d'autres personnes. J'ai pas tous les détails. En fin d'année 2019, il y a eu un changement de direction avec un nouvel directeur qui ne connaissait pas ce projet, qui ne connaissait pas l'activité de cuisine, et il a évoqué cette problématique au cours d'une rencontre avec un médecin du travail pour faire connaissance avec le médecin du travail. Le médecin du travail lui a alors proposé de faire intervenir un ergonome afin de l'aider à voir si le projet proposé par l'architecte est cohérent avec les besoins de l'activité de cuisine. Donc, j'ai intégré très rapidement parce qu'en fait, on avait du coup, vu qu'on est arrivé tard sur ce projet-là, on avait des délais très courts. Donc, je suis intervenu très rapidement en réalisant donc un diagnostic ergonomique, à savoir faire ressortir les différents déterminants de l'activité et les différentes contraintes ressenties par les opérateurs. Donc ça, je l'ai fait en allant sur le terrain de la cuisine et en échangeant avec les cuisiniers, les aides-cuisiniers. Une fois que j'ai réalisé ce diagnostic, j'ai réalisé un groupe de travail composé d'opérateurs, d'un opérateur, à savoir le chef cuisine, le directeur de l'établissement et le médecin du travail. Et à partir du schéma, du projet de l'architecte, du schéma en DD, j'ai réalisé une projection en 3 dimensions. Cette projection, je l'ai réalisée grâce à un outil d'aide au dessin informatique qui s'appelle Google SketchUp, qui a été créé par Google, comme son nom l'indique. Et pour la petite histoire, cet outil a été créé pour modéliser en 3 dimensions les outils pour venir agrémenter leur outil initial qui s'appelait Google Earth. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pour voir depuis des vues satellites l'ensemble de la surface de la Terre. Donc, pour recréer les bâtiments en 3 dimensions, ils voulaient faire appel à une communauté. Donc, ils ont créé un outil, le diffuser gratuitement, et cette communauté crée des bâtiments en 3 dimensions. Bon, ça a été vite abandonné parce que ça a été remplacé par Google Street View quelques années plus tard avec des voitures qui prenaient des photos à 360 degrés, comme vous avez déjà dû voir. Donc, voilà. Donc, pourquoi cet outil? Donc, nous, c'est un outil qu'on utilise depuis une dizaine d'années parce que c'est un outil qui a été gratuit, qui est relativement complet dans sa version gratuite et qui nous permet facilement de dessiner et de recréer des environnements de travail. Autre gros intérêt de cet outil, c'est qu'il y a une forte communauté qui utilise cet outil et ça nous permet en fait de mettre en commun certains éléments. Vous voyez, par exemple, pour le dessin que j'ai fait, donc toute l'infrastructure du bâtiment, c'est moi qui l'ai redessiné, mais des éléments comme cet évier, c'était déjà dessiné par quelqu'un d'autre, ce qui m'a permis de gagner énormément de temps. J'ai juste été recherché dans une banque de données et mis en place dans mon dessin. Donc ça, c'est aussi intéressant l'utilisation de Google SketchUp. Donc c'est un outil qu'on utilise déjà en ergonomie pour modéliser des
des projets de réagencement, des projets d'amélioration de situation de travail. L'intérêt, c'est aussi bien pour les opérateurs de se projeter ou les décideurs de se projeter. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai redessiné cette fameuse cuisine pour revenir à mon exemple et revenir dans mon EHPAD. Pour vous expliquer rapidement le centre, donc les opérateurs rentrent par cette issue. La matière première arrive par cette zone, blanc, je ne l'ai pas dessiné, mais c'est un ascenseur. Et donc, vous avez ici la cuisine chaude, ici la cuisine froide, ici la zone de lavage, ici la zone de portage. Donc, pour rappel, le portage, c'est la distribution de plateaux repas pour des personnes âgées. Donc voilà, c'est à partir de ce plan-là que l'on a travaillé. Donc, dans la salle de réunion que je vous ai présentée tout à l'heure, avec des opérateurs qui pouvaient se mobiliser dans cet environnement en 3 dimensions. J'ai malheureusement pas de vidéo à vous montrer sur cet exemple précis. Alors, ça nous a permis donc d'échanger, de voir qu'il y avait un certain nombre de problématiques sur les flux, notamment un croisement entre des flux propres et des flux sales. Problématique aussi organisationnelle. Alors, pour vous dire le croisement flux propre, flux sale, c'est que la matière première arrive dans cette zone-là, va en préparation froide, va en préparation chaude, et là, vous avez la légumerie pour nettoyer les légumes. Donc, vous avez de la matière sale qui va croiser de la matière propre. Première problématique. Ensuite, de mémoire, on avait une problématique, donc je dis organisationnelle. Donc, vous savez que pour rentrer dans un milieu de cuisine, il y a une certaine tenue à avoir pour respecter les règles d'hygiène. Et donc, vous avez des opérateurs de portage qui vont rentrer, venir préparer leur tournée de portage avec les plateaux repas qui sont stockés ici. Donc, ces opérateurs-là rentrent dans cette zone, doivent s'équiper, préparer leur plateau repas, ressortir pour charger leur camion, et ainsi de suite. Clairement, ils ne portent pas les tenues de protection parce que, vu le nombre d'allers-retours, c'est trop compliqué pour eux de s'équiper, de se déséquiper. Voici une problématique de mémoire dont je me souviens sur cet exemple-là. Donc, avec le directeur et le chef de cuisine, nous avons projeté une nouvelle situation de travail. Où on a modifié les flux, vous n'avez plus de croisement. Notamment, il y avait une problématique aussi avec la zone poubelle. Le portage, donc on l'a créé à ce niveau-là. Donc, les opérateurs de portage n'ont plus à rentrer dans la zone cuisine, n'ont plus à s'équiper. Et c'est plus simple aussi pour les cuisiniers. Et là, il n'y a plus de croisement entre la zone, le flux sale et la légumerie. Donc, voilà pour vous expliquer rapidement. Donc l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est que donc on a pu projeter les opérateurs dans cet environnement et le directeur. Donc ça a 2 leviers. Donc avoir un meilleur feedback opérationnel, de prévoir et d'estimer les différentes contraintes afin de les éviter bien évidemment avec les opérateurs. Et même d'un point de vue de la direction, je veux dire, c'est un levier décisionnel qui est aussi important parce que la direction ou les décideurs, les financiers peuvent se projeter plus facilement dans la solution et s'approprier plus facilement la solution. Donc, je vais vous présenter un cas en entreprise qui est toujours en cours, mais je préciserai ça après. Donc, en fait, il s'agit d'une entreprise d'action sociale et de tutelle. C'est une entreprise qui est répartie sur 3 sites différents. Il y a 73 salariés et le projet concernait particulièrement 12 salariés, puisqu'en fait, il s'agissait d'une création d'une antenne annexe au siège social. Donc la demande, en fait, elle est parvenue à l'issue d'un entretien avec la directrice pour l'analyse d'une activité en vue d'une inaptitude. Donc c'est assez drôle finalement parce que on était présent pour sortir une personne de l'entreprise pour une inaptitude et finalement, on s'est rendu compte par des échanges qu'il y avait un projet qui pouvait aboutir et préserver plusieurs personnes à la fois. Donc, comme autre donnée, on sait déjà, de par l'activité, qu'il y a quand même des risques psychosociaux et quand même un climat assez tendu entre les collègues dans l'entreprise. Les personnes concernées pour cette antenne, en fait, elles avaient une clause de mobilité dans leur contrat.
Et donc, la majorité des personnes, elles avaient signé leur contrat il y avait une dizaine d'années pour la plupart. Donc, elles ne s'attendaient plus du tout à ce qui est possibilité de mutation. Donc, ça a été très mal vécu pour la plupart. Et l'idée, c'était qu'on accompagne ces personnes par le biais de l'ergonomie. Donc, c'était plutôt de l'accompagnement au changement. Mais par le biais de l'ergonomie, un groupe de travail. Donc, il y avait un groupe de travail qui avait été créé au préalable par la chef de service de l'antenne concernée, avec tous les salariés. Donc, j'ai pu intégrer ce groupe. Ils avaient déjà fait un petit peu tout l'état des lieux sur les besoins, voilà, plus propres à leur activité. Et nous, on a pu travailler par des plans. Donc, je suis allée sur place réaliser des plans dans les locaux. C'est des locaux en location, donc il y avait quand même peu de marge de manœuvre. Et on a pu échanger autour de leurs besoins, des contraintes par rapport aux risques liés à l'activité. Ça a permis aux personnes de prendre la parole et d'apaiser un petit peu toutes les tensions. Et puis, au final, chacun a pu choisir son bureau, toujours par rapport à la projection. Et ça les a aidés finalement à accepter et à aller de l'avant sur ce projet-là. Donc, pour illustrer, donc, il y avait besoin de 12 bureaux au total, plus une permanence. Et dans les locaux qui étaient choisis, il y en avait 9. C'était en fait un ancien centre médical. Besoin d'une salle de réunion, d'un espace repas, WC pour le personnel et pour le public, et avec accessibilité bien sûr. Création d'un accès réservé au personnel sécurisé, avec le parking séparé. Parce que l'idée, c'était, dans le meilleur des cas, de ne pas avoir la même entrée que pour les majeurs protégés finalement, parce que ça peut poser problème, et ça, c'est réellement du vécu de l'entreprise. Donc, par rapport aux locaux, il a été possible de faire une réouverture de fenêtre sur une fenêtre qui avait finalement été condamnée. Ça nécessitait peu de travaux et ça a permis de créer un bureau supplémentaire et également d'ouvrir la porte avec un accès à code qui donne sur un parking complètement à part du parking du public. Et également un espace d'attente dédié, donc qui se trouve finalement entre les deux portes, entre le sas d'accueil et le sas d'entrée, et qui s'ouvre également avec une gâchette. Et puis à l'accueil, un hygiaphone, donc voilà, ça c'est plutôt classique, mais c'était vraiment une demande particulière de l'entreprise. Donc globalement, ce projet-là a permis d'apaiser les tensions donc, à l'instant T, puisqu'on savait déjà qu'il y avait des problématiques RPS dans l'entreprise. Ils ont été acteurs de leur projet. Ça a permis de se projeter, de faciliter l'engagement. Donc, à l'issue, lorsque l'emménagement a été fait dans ces locaux, on a poursuivi sur une sensibilisation au travail sur écran. Donc, on fait une phase théorique de 45 minutes environ sur les risques liés au travail sur écran. Et ensuite, on passe au poste de toutes les personnes pour qu'ils mettent en application les conseils qu'on vient leur donner. Et puis, qu'on établisse s'il reste des besoins donc, plus individuels par rapport au poste de repose-pied ou d'un siège qui n'est pas adapté, etc. Et on fait le dernier réglage. Donc, finalement, ça a permis de boucler la boucle sur ce projet-là. Et puis, sur cette structure, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on était encore dedans, il y a un projet, une démarche d'évaluation des risques psychosociaux qui est en cours, où là, on en est au plan d'action, donc qui va petit à petit se mettre en marche. Et donc, pour préciser sur ce projet, au final, ça a vraiment permis d'apaiser les tensions sur l'instant T, parce que les personnes, dès qu'elles ont eu l'opportunité, elles sont parties sur des autres postes, donc sont retournées au siège social, puisqu'il y a des personnes qui habitaient à 50 km finalement de l'antenne, ou alors elles ont trouvé un poste complètement ailleurs. Donc un autre exemple, il s'agit d'un cabinet d'expertise comptable, donc là ça concernait 2 personnes, donc la directrice et sa salariée. Donc la demande, elle a été évoquée lors de la mise à jour de la fiche entreprise par la TST de notre service santé au travail, donc l'assistante technique de santé au travail. En fait, ils avaient prévu de déménager leurs locaux actuels qui étaient en location dans une ancienne maison d'habitation, donc qui était complètement en train d'être réhabilitée. Donc l'information m'a été transmise, j'ai repris contact avec cette personne. J'ai pu visiter sur place les locaux en travaux.
Donc finalement, la marge de manœuvre était assez limitée, mais j'ai pu apporter des conseils sur les espaces, l'aménagement de ces espaces, et puis des conseils sur la lumière et le choix du mobilier, etc. Donc j'ai utilisé la projection 3D avec SketchUp, ce qui a permis aux personnes de se projeter. Et puis également, j'ai informé, donc ça rentrait dans le cadre d'un projet de TMS Pro Action. Donc l'entreprise n'était pas au courant qu'elle pouvait en bénéficier, mais c'était un programme qui rentrait pour les moins de 50. Donc ce qui permettra d'avoir des subventions en plus pour l'achat de mobilier, notamment les bureaux, les sièges, et puis des cloisons phoniques pour les mettre entre les bureaux. Donc l'idée, c'était d'avoir 3 bureaux, un pour la directrice et un pour 2 salariés, puisqu'il était prévu de recruter un nouveau salarié, ou en tout cas pour les stagiaires. Un local d'archives avec la prise en compte donc, de l'hygrométrie et autres nécessaires au local d'archives, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans les locaux d'archives. Une salle de réunion, un espace d'impression, un espace repas et des toilettes qui puissent répondre aux normes d'accessibilité. Et un dernier exemple donc, me concernant, donc, c'est une entreprise qui fabrique des convoyeurs pour carrière. Donc il y avait un effectif de 26 personnes. Alors là, c'était complètement en amont, puisque l'entreprise elle nous a sollicité, donc elle a surtout sollicité le médecin du travail, pour préparer l'embauche d'une personne paraplégique. Donc en fait, la personne n'était encore même pas dans nos effectifs au niveau du service. Et c'était une création de poste. Donc l'entreprise a complètement misé sur cette personne-là. Donc pour préciser, c'est une personne qui travaillait avant chez eux, qui habitait toujours le village et qui venait de temps en temps, et voilà, qui a eu un accident de la vie qui fait qu'il s'est retrouvé en fauteuil. Et l'entreprise a créé un poste pour lui, donc c'est un poste sur commande numérique pour découpe laser. Donc on a d'abord fait une réunion d'échange avec le médecin, le futur salarié et la direction. Donc on a pu rencontrer la personne concernée, visiter l'entreprise, et sur papier, la machine dont on parlait. Ensuite, on a fait une seconde réunion d'échange avec une personne du SAMET, puisque comme il y avait une personne handicapée, on aurait pu prétendre à avoir des aides financières pour l'aménagement du poste avec le SAMET. Donc, on les a également conviés très en amont. Et donc, on a pu les conseiller sur l'aménagement des locaux, notamment sur le bureau, et les accès PMR, donc parking, cheminement. Il y a eu une mise en place d'une plateforme devant la porte, puisqu'il y avait des camions également qui passaient sur le parking, donc il fallait vraiment sécuriser l'ensemble et créer une place particulière handicapée, etc. Donc ensuite, on a suivi le projet à distance, puisque comme la personne n'était pas salariée, on avait quand même cette limite-là. Et l'astuce a été que le salarié a été d'abord embauché par les installateurs formateurs de la machine, en fait. Voilà. Donc, au départ, il était prestataire, le temps de se former sur la machine. Puis, il a été embauché, c'était fin novembre 2019. Donc, le projet a duré facilement 1 an et demi. Voilà, pour illustrer, on a pu apporter des conseils en amont sur les hauteurs de plateau, etc. pour les salariés, pour qu'ils puissent quand même se former dans des conditions assez correctes. Voilà. Donc, les freins quand même là-dessus, c'était vraiment qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait parce que la personne n'était pas salariée, et c'était la même chose au niveau du SAMET. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas l'embauche à notre niveau et puis la constitution d'un dossier fixe, le SAMET ne pouvait pas engager un dossier de subvention pour le matériel. Donc là, on va juste vous toucher 2 mots sur un atelier qu'on a créé en interne par rapport à notre service, qu'on avait créé à l'origine pour un salon de la prévention et qui finalement nous sert maintenant d'outil de sensibilisation, notamment dans les sessions inter-entreprises. Ça peut être aussi en intra, mais c'est surtout en inter. L'idée, c'est de sensibiliser les personnes à cette démarche-là et de leur faire comprendre que l'association de différents acteurs et la prise en compte des contraintes et des besoins de chacun est vraiment primordiale pour l'aboutissement du projet.
Donc, en fait, on a, sur un tableau Velleda souple, on a inséré des murs en bande aimantée pour vraiment cadrer le projet. On a des petits accessoires bureaux donc, qui sont tout et aux cotes d'un réel projet. Des petites réglettes pour mesurer, etc., les distances et superficies des éléments. On a mis un guide avec la superficie minimale d'un bureau de 9 mètres carrés, donc plutôt rectangulaire ou carré selon les besoins. Il y a des feutres Velleda, des petits bonhommes pour qu'ils puissent vraiment se projeter dans la situation. Et puis, donc, on a créé 5 cartes de jeu. Donc, on estime qu'il ne faut pas être plus sur le jeu parce que sinon, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc, on a la directrice, le commercial, l'assistante de direction, le comptable et le directeur des achats. Et donc, chacun aura pioché une carte au hasard qui va garder pendant tout le long du jeu. Et donc, chacun aura des éléments à apporter pour un petit peu cadrer le projet. Donc, par exemple, la directrice va dire qu'elle aimerait des locaux pour 6 personnes avec une salle de réunion de 15 mètres carrés minimum, qui a besoin d'une salle de pause. Une autre personne dira qu'il a besoin d'un espace de reprographie. Qu'en tant que représentant du personnel, il rappelle certaines normes liées au travail, donc les bureaux de 9 mètres carrés par exemple. Voilà, donc chacun va apporter des éléments comme ça et en fonction, ils vont commencer à tâter un peu le terrain, comment on pourrait se positionner, tel bureau devrait plutôt être à cet endroit, etc. Et nous, on intervient pendant le jeu en apportant des apports donc, en ergonomie sur l'orientation des postes par rapport aux fenêtres, les distances derrière les postes de travail, toutes ces choses-là. Donc, c'est un atelier qui marche plutôt bien. Les personnes sont satisfaites. Donc, il faut quand même cadrer un petit peu parce que les gens peuvent aussi rapidement s'amuser. Mais ça reste ludique et le message passe plutôt bien. Et à l'issue, on leur montre le projet existant en projection 3D pour leur montrer finalement à quoi ça ressemble et comment on l'a mené. Et c'est assez efficace. Voilà. Donc l'atelier, on l'a nommé Réflexe Ergo. Donc pour terminer sur notre intervention, donc ce type de projet, dès qu'il est traité le plus en amont possible, permet d'avoir des bénéfices en fait sur un collectif. Donc on va toucher tout de suite plus de personnes puisqu'on va toucher une équipe entière de travail, voire toute une entreprise. Contrairement à une étude de poste individuelle, donc plutôt en correction, où là, forcément, on va toucher une seule personne ou quelques-unes d'autres, mais pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de l'individuel, c'est pas du tout ça, puisque évidemment, des pathologies peuvent naître, même si les postes ont été pensés en amont. Et ça n'a pas forcément un lien avec le poste en lui-même, mais en tout cas, il y aura quand même besoin pour certaines personnes, pour certaines pathologies, besoin d'aménager les postes en particulier en lien avec le Cap emploi, etc. Les projets de conception peuvent aussi naître de problématiques individuelles. Donc, l'idée, c'est d'aller au-delà de l'inaptitude lorsque le poste ou l'organisation est responsable. Donc, pour exemple, ça nous arrive d'intervenir plusieurs fois dans la même entreprise pour des inaptitudes ou au-delà du versant risque psychosocial, il peut y avoir des problématiques d'organisation donc plutôt physique sur les postes où on peut se dire il faudrait peut-être repenser globalement le process puisque finalement il y a plusieurs inaptitudes qui se font donc forcément ça touche plusieurs personnes. Et donc, peut-être qu'en partant de ces constats-là individuels dans une même entreprise, on peut travailler sur du collectif et puis être vraiment dans de la prévention primaire depuis une prévention tertiaire. Ce sont des projets donc, qui demandent quand même du temps et des ressources. Forcément, ça demande du travail, d'analyse de plan, en plus des études ergonomiques plutôt classiques. Mais néanmoins, ça répond au principe de prévention primaire et c'est vraiment là qu'on voudrait être à 90% et non plus à 10%. Et puis enfin, donc l'association des équipes pluri, elle est vraiment primordiale. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça nous permet d'avoir un pied dans l'entreprise par le biais des visites médicales avec le médecin ou l'infirmière, où ils peuvent avoir des ressentis ou des éléments directement depuis les salariés, parce que nous, quand on fait nos suivis en entreprise,
on est plus avec le groupe pilote ou la direction, et donc on n'a pas forcément un regard depuis le terrain finalement. Voilà. Et puis donc on est vraiment dans une démarche de travail en équipe, et ça c'est ce qui fait notre richesse aussi de notre métier au sein des SST. Donc on va passer à une phase de questions et d'échanges, voilà, sur notre intervention, et puis on vous remercie pour votre attention et on espère qu'on vous aura apporté un petit peu de connaissances et des expériences intéressantes.